Donc on va commencer, on va rentrer dans le débat, le vif du sujet. Avant, je me présente, Éric Delachesnais, je suis journaliste au Figaro, depuis bientôt un quart de siècle, ça passe. Et je m'occupe des questions d'agriculture, de ruralité, d'agriculture urbaine. Et c'est comme ça que j'ai connu Arash. Et depuis, on se quitte professionnellement jamais. Et en fait, j'avais fait un portrait sur lui, sur le gaspillage alimentaire. Et tu étais tout à fait précurseur à l'époque. Donc, je vais appeler nos invités un par un. Donc, je vais commencer par le chef, top chef, donc Thierry Marx. On applaudit bien fort. Thierry Marx, on ne le présente plus, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, dirige 11 écoles de cuisine, supervise 2 restaurants, Madame Brasserie sur la Tour Eiffel et sur mesure au Palace Le Mandarin Oriental. Et tout récemment, il a ouvert un restaurant de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Au Nord, près de la salle Pleyel. Thierry Marx est aussi le président confédéral de l'UMIH. L'UMIH, c'est la branche patronale de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Thierry Marx a aussi 4 boulangeries situées dans le 7e, 8e, 9e et 16e arrondissement. Donc Thierry Marx sait ce que ça veut dire le gaspillage alimentaire. Ensuite, j'appelle monsieur le maire de Courbevoie. Son adjoint, pionnier de la lutte contre le gaspillage alimentaire, Arash Derambarch. La mairie de Courbevoie a été pionnière effectivement dans le gaspillage alimentaire. Vous l'avez redit, monsieur le maire, et que comme beaucoup ici, on ne supporte pas que dans un pays qui produise beaucoup de nourriture, il y en a qui aient faim. En France, les pertes et le gaspillage alimentaire, on reviendra, mais ça représente quand même 10 millions de tonnes de produits par an qui sont gaspillés, soit une valeur commerciale de 16 milliards d'euros, où 3% des émissions est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. Chaque habitant gaspille l'équivalent de 150 kilos de nourriture, dont une partie n'a même pas été déballée. Ensuite, monsieur Sassan Seyedian, consultant à la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine, en charge des startups, notamment dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et nous avons deux exemples de start-up qui incarnent justement cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Darivat May de Fulsoon, venez avec nous sur scène, et Jean Moreau de Phoenix. Voilà. Oui, j'avais pas la pomme. Bonsoir, monsieur. Eh oui, que des hommes. Il y aura une séance de questions. J'espère qu'on pourra mettre en valeur les femmes à travers ces séances de questions. Mais tout à l'heure, on a vu que, notamment dans les écoles, tout ça, les femmes étaient bien représentées. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je crois qu'il y a un petit film, une petite vidéo qui exprime bien et qui résume bien ce que la mairie de Courbevoie fait en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je suis fier d'ailleurs que cette charte contre le gaspillage alimentaire, votée par notre conseil municipal en 2020, continue. Aujourd'hui a eu lieu la date symbolique du 3 février 2023. Nous avons célébré le 8e anniversaire de la loi contre le gaspillage alimentaire et nous avons également parlé de l'application des chartes contre le gaspillage alimentaire votées à Courbevoie. Ce sont 10 millions de produits qui par an sont sauvés et redistribués. Je ne sais pas si vous imaginez l'importance et l'ampleur de cette mobilisation. Nos villes, nos services, nos associations travaillent d'arrache-pied sur cette question. 250 000 repas sauvés et distribués pour les associations caritatives pour que les démunis puissent manger. Tous les distributeurs, tous les producteurs doivent participer à cette idée que le gaspillage n'est plus tolérable. Nous nous appuyons sur une loi, mais nous faisons bien plus que ça. En fait, nous changeons la société. Vous pouvez tirer une grande satisfaction du chemin parcouru depuis la signature de la charte anti-gaspillage il y a de cela plus de 2 ans. Nous avons convié beaucoup d'associations,
tous les directeurs de supermarchés, les directeurs d'établissements scolaires. Les enfants ne sont plus de simples consommateurs de leur repas, mais des co-décideurs de choix retenus. Voilà, là c'est la carte interactive qui vous géolocalise et qui vous montre vraiment les points de distribution où vous pouvez aller récupérer de la nourriture gratuitement. Prévenons le gaspillage alimentaire avant qu'il existe. On a une méthodologie qui est simple. Aujourd'hui, on est dans un environnement où toute la donnée est récoltée. Quand vous consommez, quand vous allez au restaurant, dans la caisse, quand vous faites vos courses, toute cette donnée-là, nous on la récupère et on vient réaliser des prédictions. Et tous les collègues élus du 92 du département d'Île-de-France étaient là, présents pour qu'ils puissent eux-mêmes développer et décliner cette charte contre le gaspillage alimentaire dans leur propre commune, pour qu'ils puissent eux-mêmes sauver les invendus alimentaires afin que les personnes qui ont faim puissent manger. Récupérions des colis et amenons chez des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer pour aller récupérer les colis. Cette loi a tendance à évoluer. Avec nos prestataires Elior, avec l'ensemble des intervenants de la restauration, des diététiciennes, des Bravo, bravo. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette démarche, monsieur le maire? D'abord, c'est pas d'aujourd'hui. J'étais député de 1997 à 2017, donc on avait déjà un petit peu lancé cette idée, mais c'était pas du tout au goût du jour. Personne n'y faisait attention. Donc Arrache, qui à l'époque avait aussi cette idée, on a essayé de se rapprocher et puis de faire passer ça à l'Assemblée nationale, mais bon, c'était encore une idée d'un député, donc il ne fallait pas aller plus loin. Puis petit à petit, quand vous n'êtes plus député, parce que j'ai choisi de rester maire et non pas de continuer la cumul des mandats, c'est ça. Et très honnêtement, aujourd'hui, je ne le regrette pas, croyez-moi. Quand je vois ce qui se passe, je suis très content d'être maire et de ne pas être député aujourd'hui. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Parce que si on attend que les autres le fassent, croyez-moi, rien ne se fera. C'est un petit peu comme l'environnement, là. Si les maires ne donnent pas des exemples, rien ne se fait. Donc il faut le faire à notre niveau, puis essayer de le faire connaître, et puis essayer après de faire connaître partout, dans toutes les autres villes. Parce que dès que vous faites quelque chose, les villes sont toujours un petit peu en retrait, en disant, attends, si ça marche, ça va, si ça marche pas, on ne fait pas. Donc il faut essayer de faire passer le message. Et avec Arrache, on a essayé de faire passer le message, et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça continue. Là, c'est 270, mais c'est 300 000 repas, c'est qu'on redistribue, si vous voulez. Et comme je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, dans notre époque, je ne peux pas manger. Regardez le Resto du Cœur. Le Resto du Cœur, il faut penser que quand ça a été créé, Coluche avait dit, bon, on fait ça un moment, puis après on arrête. Hein. Ce n'était pas une institution. Et aujourd'hui, c'est une institution. Et ils manquent d'argent. Et si on n'a plus les Restos du Cœur, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas manger. Donc il faut qu'on trouve quelque chose, et c'est par nos villes, et puis par nos collègues aussi. Puis quand on a un chef qui va aussi expliquer aussi qu'il fait, parce qu'il ne fait pas que la grande cuisine, il sait aussi faire que des gens qui peuvent manger aussi sans la grande cuisine, mais aussi y avoir quelque chose, on se dit qu'on est sur la bonne voie. Allons-y dans ce domaine-là. Voilà. Et sur les 40 supermarchés que compte votre ville, combien ont signé la charte? Oui, alors au début, c'est toujours pareil, les supermarchés, vous savez, vous pouviez pas quand même accepter que des personnes attendent que les supermarchés, le soir, dans leurs containers, mettent de la nourriture et que des courbevoisiens viennent chercher de la nourriture dans les containers. Vous dites, attendez, non, où va-t-on, quoi? Donc il a fallu, avec beaucoup de diplomatie, et comme il en a, Arrache, avec beaucoup de diplomatie, faire comprendre que ça pouvait aussi aider. Après, on a demandé aux cantines, après on a demandé aux hôpitaux aussi. Dès qu'il y a de la nourriture qui est perdue, il faut la récupérer. On ne peut pas les faire ça. Et Arrache, je me tourne vers toi maintenant. On t'a vu sur des vidéos où tu vas chercher dans les poubelles les invendus des supermarchés. Tu as commencé très tôt. Et qu'est-ce qui t'a poussé, justement, motivé à faire ça? Au départ, j'étais simple étudiant. Et donc, du coup, j'étais dans une situation de précarité alimentaire. Je ne gagnais pas beaucoup de sous. Je gagnais 800 € par mois. Et pour étudier, j'avais besoin d'avoir un complément alimentaire. J'allais au Resto du Cœur et à la banque alimentaire discrètement. Et donc discrètement, j'allais et on me demandait des fiches de paye. Et c'est ce qui m'a donné en fait l'idée au départ, c'est-à-dire cette indignité qui était une forme de double peine, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir d'argent et le fait de montrer qu'on n'a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il fallait se justifier. Donc qu'est-ce qui s'est passé dès 2014? Je suis allé réclamer auprès de Monoprix et de Franprix des invendus alimentaires qu'on m'a refusé, puisqu'on m'a dit que ça n'était réservé que pour les supermarchés
et les associations qui pouvaient préserver de la chambre de froid et donc qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne alimentaire, les aliments. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je suis allé je suis allé demander aux parlementaires qu'on puisse donner ces invendus alimentaires à toutes les associations. Monsieur le maire de Courbevoie, qui était député, a été vraiment un des tout premiers. Vraiment, je le remercie du fond du cœur parce que il faut vraiment que les gens le sachent. Si Jacques Ossowski n'avait pas été en première ligne quand il était député, il n'y aurait pas eu comme ça un jeu de ricochet sur les d'autres parlementaires. Et donc la ville de Courbevoie a été extrêmement pionnière là-dessus. La loi a été votée dès le 3 février 2016 et plus de 10 millions de repas du coup, sont redistribués aux associations caritatives. C'est une hausse de 22% du don alimentaire. Mais ça ne suffisait pas, cher Eric. Pourquoi? Parce qu'on continue à jeter la nourriture. Donc il fallait faire de la ville de Courbevoie un laboratoire. Donc il fallait revenir au niveau local. Et le maire de Courbevoie a pris ce sujet à bras-le-corps en tant que maire. Il a décidé sur tout le mandat de faire passer une charte pour que tous les milieux socio-économiques puissent jouer le jeu. Donc première année, une charte sur les supermarchés. Donc il n'y a plus de plafond de superficie. Tous les supermarchés ont joué le jeu. Deuxième année, c'est la restauration hospitalière. Troisième année, la restauration scolaire. Nous allons en novembre-décembre prochain voter sur les commerces de bouche. C'est pour ça d'ailleurs, le 2 février prochain, j'invite Thierry Marx, qui est président de la Chambre de commerce hôtellerie, de venir signer cette charte, parce que c'est quand même un monsieur qui porte sa voix, et donc je le convie pour le 2 février de venir signer la charte. On le dira en temps et en heure. L'année prochaine, ça sera pour les EHPAD. On aura, durant tout le mandat, fait un vrai travail en profondeur, pour les plus jeunes et pour les moins jeunes. Et ça, c'est vraiment à monsieur le maire de Courbevoie que vous pouvez applaudir. Et depuis, vous avez fait des émules, puisque Courbevoie a été un peu, comme ça marchait, un peu copié. Vous avez été, tu as été nommé monsieur anti-gaspillage alimentaire par la région, par Valérie Pécresse. Concrètement, ça va consister à quoi cette mission? Moi, je reste sous l'autorité de monsieur le maire Jacques Ossowski. Oui. Et c'est en fait la continuité, l'application et je veux dire la déclinaison de la charte de Courbevoie partout dans la région Île-de-France. La réalité, c'est qu'on vend la charte de Courbevoie partout. On est des super VRP, en réalité, et je reste toujours, moi, sous l'autorité de monsieur le maire. Ok, on peut te faire confiance. Et d'être un super VRP, parce que tu lâches jamais le morceau. Je peux en témoigner en tant que journaliste. Oui, chef, alors, le 2 février, vous allez signer une convention en tant que président confédéral de l'UMIH, c'est ça? Ouais. Et concrètement, ça va obliger les restaurants, après on reviendra sur votre expérience dans vos restaurants, mais globalement, ça va obliger un peu la profession à faire attention à tout ce qu'elle n'utilise pas? Oui, tout ce qu'elle n'utilise pas, ça c'est un sujet. Et puis après, il y a toute une pédagogie à mettre en place. Alors, tout ce qui a été évoqué, extrêmement intéressant dans l'urgence de ces 20 dernières années, finalement, de ce gaspillage alimentaire. Mais il est la conséquence aussi d'une société de consommation, voire de surconsommation. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est au travers de ces messages, c'est de se dire quel monde on veut demain. C'est ça qui m'intéresse. Avec quelle agriculture, quelle consommation, est-ce qu'on va finir par consommer en raisonnant un petit peu? Et il y aura moins de gaspillage alimentaire. Moi, je soutiens toutes ces actions parce que la précarité, d'admettre qu'il y ait des chefs étoilés, je trouve ça merveilleux. D'admettre qu'il y ait 8 millions de gens à l'aide alimentaire, c'est insupportable. Et ça nous rend malheureux. Donc, et surtout, sur cette fracture sociale, c'est créer une alimentation à deux vitesses. Une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre suffisant et une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre insuffisant. Est-ce qu'on va continuer à accepter cela? Je ne crois pas. Mais ces actions sur le gaspillage alimentaire sont absolument nécessaires pour nous faire prendre conscience en tant que citoyens qu'on a intérêt à se mobiliser, s'organiser pour changer un peu la société et de projeter un monde meilleur. C'est ce qui m'intéresse dans ces actions, qu'elles soient dans l'action à impact social, à impact environnemental sur l'agriculture, à impact nutritionnel, parce que ça aussi c'est important d'en parler, mais mener ces actions et faire résonner cela dans tous les métiers
de l'alimentation. Vous savez, le restaurateur, il essaye qu'il lui reste pas grand-chose. C'est pas sa vocation qu'il lui reste des choses. Mais il doit lui aussi apprendre à travailler, à mieux acheter et des fois être plus vigilant sur son gaspillage alimentaire. Et quand il y a le gaspillage, maintenant je parle de la boulangerie. Bien souvent, vous faites une fournée de 800, 1000 baguettes et vous pouvez dire j'ai fait en trop, il n'y a pas le flux nécessaire, et remettre à la vente ou donner, ce qu'on a fait nous dans nos maisons, à des organismes qui peuvent redistribuer. Mais encore une fois, j'aimerais qu'on aille plus loin, qu'on réfléchisse à la société que nous voulons pour qu'on puisse oxyder finalement cette misère qui s'installe sur des modèles économiques qui sont beaucoup trop durs, une surconsommation de la société. Je pense qu'on peut faire une société un peu meilleure, moins consommatrice et plus partageuse. C'est pour ça que j'adhère à toutes les actions qui sont faites pour répondre à l'urgence. Il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, au Resto du Cœur, j'ai beaucoup fréquenté Véronique Colucci et on réfléchissait comme ça sur ces... On se disait mais c'est pas possible, ça va pas durer. Et puis regardez, j'étais avec le président des Restos du Cœur la semaine dernière et il dit on n'a plus de moyens, ça devient très compliqué. Donc comment cette société doit aussi travailler sur l'urgence, et ça il faut le faire, mais aussi de dire est-ce qu'on va enfin élever le débat pour projeter une société qui soit une société bien meilleure. Okay. À côté de vous justement, oui on peut l'applaudir. Justement, pour vous aider à mieux gérer les stocks, à votre gauche, il y a Darivat May de Full Soon. Alors moi, c'est un concept que je ne connaissais pas. C'est avec l'intelligence artificielle, comme quoi ça peut avoir du bon. Votre objectif, c'est d'aider les restaurateurs à mieux gérer leur stock et surtout à mieux faire leurs commandes en anticipant. Alors, vous m'avez dit, enfin vous allez expliquer, mais sur le ticket de caisse, le comportement des clients du restaurant et aussi sur la météo. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Je vais expliquer, parce que je crois qu'Éric, il n'est pas très bien sur l'IA. Mais ça peut remplacer le journaliste. Je vais expliquer. Alors tout d'abord, un grand merci, monsieur le maire, un grand merci à Arrache. Je suis très honoré d'être là et de représenter la famille Chaudhary, puisque Full Soon, ça reste avant tout une entreprise familiale et qui a développé effectivement une intelligence artificielle française. Et cette intelligence artificielle française qui peut faire peur, parce qu'aujourd'hui c'est un terme un peu galvaudé, c'est tout simplement une manière, Full Soon, de prédire les ventes, les stocks, et donc gérer les commandes. Puisqu'aujourd'hui, l'une des principales raisons du gaspillage alimentaire, c'est une mauvaise visibilité et une mauvaise commande pour les restaurateurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Le chef l'a rappelé, c'est que parfois on fait trop de fournées et à la fin, on ne vend pas ce qu'il faut. Et donc, on jette ou soit on donne. Et nous, on travaille sur, si je peux dire, en amont du gaspillage alimentaire. Et l'aval, ça sera Jean avec Phoenix qui expliquera comment lui il va traiter le résiduel. Nous, à travers notre solution, effectivement, on va récupérer toute la donnée. Tout ce qu'il y a sur le logiciel de caisse, c'est-à-dire l'heure à laquelle le client est arrivé, ce qu'il a commandé, les ingrédients nécessaires à faire ses plats. Et à la fin, nous, on s'est dit, mais ça c'est bien beau, ça c'est l'historique, mais si jamais il fait pas beau, s'il y a un événement sportif, s'il y a un match de foot, là on est en pleine Coupe du Monde de rugby, vous le savez, dans les bars, c'est très dur d'avoir une terrasse en ce moment sur Paris. Et on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut cumuler. La donnée interne au restaurant, la donnée externe des événements, et derrière, faire une meilleure prédiction. Et aujourd'hui, grâce à Full Soon, effectivement, on lutte contre le gaspillage alimentaire, on réduit approximativement de 1/3 le gaspillage alimentaire des restaurateurs par mois. C'est l'équivalent de 1 000 € par mois économisés pour le restaurateur. Et si je peux terminer mon propos, l'idée, c'est de dire que l'écologie, ça peut s'allier à l'économie. Et vous, oui, c'est vrai, bien sûr. Et vous m'avez dit que vous aviez un taux de précision dans vos prédictions de 94%. C'est 94% de taux de précision dans nos prédictions, effectivement, oui. Et est-ce que, Thierry Marx, vous seriez utilisateur de ce genre d'outils? Ah non, mais bien sûr, moi, j'ai jamais mis d'opposition ou de conflit entre tradition et innovation. Ces jeunes gens ont une façon de regarder le monde, ils peuvent la regarder sainement. Je l'ai connu sur la planification des collaborateurs. Vous savez que la restauration a une très mauvaise réputation sur la planification de nos collaborateurs. Grâce à lui, on a
planifier, supplanifier et faire en sorte que nos collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions possibles. Oui, je fais confiance, mais ce sera vrai aussi pour l'agriculture. La planification de la ressource alimentaire va être planifiée. C'est pour ça que je dis, projetons une société meilleure, parce qu'à un moment donné, ce gaspillage alimentaire risque de se réduire comme une peau de chagrin par souci économique, et il va falloir qu'une société soit capable de créer de la richesse pour permettre à chaque citoyen sur cette terre de pouvoir s'épanouir socialement, sans que cette misère vienne le tirer en permanence vers le bas. Je vous donne juste un exemple que j'ai défendu ce matin au journal Le Monde, c'est de dire à un moment donné, il va falloir faire en sorte aussi que la rémunération de nos collaborateurs puisse évoluer, puis que les gens puissent s'épanouir avec leurs revenus. Il y a un débat sur le coût du travail, etc. Il va falloir travailler sur l'ensemble des choses, parce que ce gaspillage alimentaire, vous savez bien, pas vous parler à court sur le capitalisme, mais il a plusieurs têtes. Donc à un moment donné, s'il faut qu'il ait une casquette verte, il a une casquette verte, une casquette rouge, une casquette bleue, mais il faut faire du revenu, il faut faire de la croissance. Moi, je crois que le monde de l'entreprise, le monde qu'on souhaite, et j'entends bien que dans cette salle, c'est un petit peu ce qu'on souhaite, une croissance en conscience. Une croissance qui a un impact social et un impact environnemental. Sinon, on va s'entretuer. Il n'y a pas d'autre solution. Vous voyez bien que la Terre flambe. Donc tout ça doit être coordonné. Il y a des outils de la modernité. Moi, l'intelligence artificielle ne me fait pas peur. Au contraire, je me dis, si elle sert l'humain, si elle sert le vivant, eh bien là, on parle du vivant. Et donc, c'est quelle société on veut dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Et interrogeons-nous en tant que citoyens dans nos associations pour se dire, portons cette idée-là. Eh bien, à chaque fois qu'on va parler de gaspillage alimentaire, il va se réduire, ce gaspillage alimentaire, parce qu'il a un coût. Et vous l'avez évoqué très sérieusement. Donc, croyez-moi, quand vous faites de la croissance d'entreprise, quand il y a des coûts que vous pouvez endormir, il va falloir que vous les endormiez. Donc, il va falloir travailler sur une société meilleure qui permette à l'individu de pouvoir s'épanouir sur l'ensemble de la planète dans les meilleures conditions. Quand je travaillais en Norvège, j'avais un monsieur qui était chef de détention d'un établissement qui me disait « Le truc, c'est de faire les meilleurs voisins possibles. » Des gens qui veulent travailler, qui s'épanouissent, qui recréent des écosystèmes dans des économies symbiotiques. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je crois sincèrement à cela. Merci. C'est un véritable pré-programme à la présidentielle. Je ne crois pas, je ne souhaite pas être élu, mais parce que j'aurais peur de ne pas être choisi. Que vous soyez entendu, parce qu'en ce moment, c'est les NAO dans les entreprises, et on voit que l'inflation à 5%, Eric, les salaires ne suivent pas. Oui, je voulais juste rajouter ce que disait le chef, il a totalement raison, c'est utiliser la technologie, le progrès technique, non pas à son asservissement de l'homme, mais à son service. C'est ça qui est à préciser. Hein. Et vous vous êtes rencontrés, c'était la plateforme en RH avec Thierry Marx, Skello, hein, c'est ça? Skello. Oui, c'était très pratique. Oui. Oui, non, mais j'avais repéré le. Non, mais il faut regarder cette jeunesse qui a envie de faire des choses. Et par moments, nous, un peu plus anciens, se mettre en deuxième rideau et laisser débroussailler ce qui peut nous échapper un petit peu. Merci. Et traditionnellement, la loi de 2016 contre le gaspillage alimentaire oblige aussi le restaurateur, si on n'a pas fini son plat, parce que aussi c'est surtout chez un étoilé, mais je pense que chez un étoilé on doit tout finir. Il y a le doggy bag. C'est un moyen aussi de lutter contre le gaspillage. On a signé ça, on l'a validé. C'est pas quelque chose qui a fait écho. Dans une brasserie, oui, c'est possible. Moi, il m'arrive dans certaines de mes brasseries, notamment la brasserie de la Tour Eiffel, où les gens disent je ne peux pas finir, c'est beaucoup trop, et je le mets dans un doggy bag. Ça dépend dans quel style de restauration vous êtes, mais ça part d'un bon sentiment, oui, je trouve. De ne pas gâcher. Ça part. Mais je vais même ajouter un peu plus loin. On parle de déchets des fois. Nous, à l'université de Paris-Saclay, on ne parle jamais de déchets. On parle de coproduits. Prenez une orange. Est-ce que je donne un petit cours de cuisine, ça vous dérange pas? Prenez une salade d'orange. Vous enlevez la peau orange évidemment, et puis vous faites les segments, et puis vous rangez ça dans une assiette, vous mettez un saladier, vous trouvez ça que c'est merveilleux. Et puis je demande souvent à l'école de dire, mais vous faites quoi du reste? Ah non, mais c'est des déchets poubelles. Non, mais attendez, vous jetez 25% du meilleur du fruit. Donc c'est aussi cette appréhension d'être des surconsommateurs par moment, de dire on produit du déchet. Or que c'est des coproduits. Cette peau d'orange, c'est une confiture, c'est un gélifiant naturel, c'est une confiture dans laquelle vous n'aurez pas besoin de mettre de sucre, etc., etc. Donc là aussi, il y a un souci
dans les actions qui sont menées sur la lutte contre le gaspillage, il y a un souci de pédagogie. À un moment donné, il faut dire, vous n'êtes pas obligé. Dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir. Donc quand vous achetez un kilo d'orange, n'en jetez pas 25%. Vous voyez, c'est de remettre ça. Et quand j'étais au Resto du Cœur, on a créé un livre pour les bénéficiaires et pour les bénévoles. Il y a des gens qui cuisaient 500 grammes de pâtes, or qu'ils étaient en grande précarité. Et je leur disais, mais 500 grammes pour 2, c'est beaucoup trop. Et qu'est-ce que vous en faites quand vous ne les mangez pas? J'ai pas de frigo, donc je les mets à la poubelle. Vous voyez, donc il a fallu donner une petite formation. Et puis finalement, on a réappris des fois à des personnes de dire, non, ne jetez pas, vous allez voir. Vous allez pouvoir le retravailler, peut-être sur plusieurs jours même, etc., etc. Il y a un souci pédagogique parce qu'on est comparé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me souviens d'une dame, et j'arrête mon anecdote là-dessus, qui m'a dit, j'ai plus rien. Et j'étais troublé par j'ai plus rien. Il y a une dame, une bénévole, qui lui dit, mais t'as pas plus rien, tu nous as, t'es vivante, tu vas bien, t'es en bonne santé, tout va bien. T'as plus rien parce que tu ne peux plus consommer. Vous voyez, c'est cette peine qui vous arrive quand vous êtes en grande précarité. Donc il faut pédagogiquement des fois aider la personne à se remettre en verticalité. Donc c'est ce qu'on a choisi dans le programme d'apprentissage métier, pas d'un emploi par défaut, de leur dire non, vous n'êtes pas plus rien. Vous avez encore une force. Et là, dans l'urgence, on va vous donner cette nourriture qui va vous permettre de vous remettre en verticalité, mais pour revoir un monde à 180 degrés où vous allez pouvoir saisir des opportunités. Vous voyez que toutes ces actions sont liées les unes avec les autres. Quand vous faites de la lutte contre le gaspillage, vous faites aussi sur l'impact social, sur l'impact environnemental, etc. C'est ça qui est intéressant dans le schéma de ces associations, c'est de dire, à un moment donné, on portera pour un monde meilleur et on sera nombreux à porter pour un monde meilleur. Écoutez, je voudrais simplement, vous me permettez, je reviens sur vos pattes. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est dit, après tout, nous, on va essayer, pour éviter ce gaspillage alimentaire, de trouver des boutiques qui vendent du vrac. Tout le monde a applaudi, merveilleux. Personne n'y va. Personne n'y va. Petit à petit, cette boutique, si on continue comme ça, il n'y a plus personne. Donc on essaye d'apporter des idées, mais il faudrait qu'on soit suivi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'acheter 500 grammes de pâtes. Il suffit d'en acheter 200 grammes, vous les prenez en vrac et vous êtes chez vous et vous ne gâchez pas. Mais malheureusement, ce n'est pas encore bien passé dans ce domaine. Je vous l'accorde, et c'est très juste. C'est tout le travail qu'on a fait avec Claude Fischler, qui est un sociologue extrêmement intéressant, qui dit il faut qu'on arrête d'être des consommateurs, il faut refaire des mangeurs. C'était super d'avoir des enfants tout à l'heure. Dans un cours de gastronomie, oui, je ne parle même pas de cours de cuisine. Vous avez un cours d'hygiène alimentaire, un cours d'arithmétique, un cours d'histoire-géographie, un cours de français et un cours pour apprendre à vous faire un bon petit plat du quotidien. Oui, pas une histoire de chef, parce que finalement, au quotidien, on fait plutôt une cuisine d'assemblage. Mais redonner la possibilité que dans 10 ans, nous retrouvions plus des consommateurs, mais des mangeurs. Et ça, l'industrie est en train de regarder ça de très 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 près parce que ça l'inquiète. La grande distribution, ça l'inquiète. Je suis de la génération de la grande distribution. Années 70, nos parents, ouvriers qualifiés, supermarchés, on remplissait jusqu'en haut, de charcuterie qui arrivait, on ne sait pas trop où, etc., etc. Ça a créé des pathologies énormes dans nos sociétés. Et ce gaspillage a commencé sur quelle histoire? Sur l'histoire d'une économie qui ne fonctionne pas. La théorie du low cost. Vous renoncez à la qualité, on vous fera des petits prix. Comme ça, on ne se pose pas la question du pouvoir d'achat, ni de l'augmentation des salaires, ni des minima sociaux. On vous laisse croire que vous avez de l'argent. Finalement, on a empoisonné les gens. On a, dans cette théorie du low cost, cette économie du renoncement, on a oxydé notre agriculture, on a oxydé notre artisanat et on a tué notre industrie. Je vous apprends rien, monsieur le maire, là-dessus. Donc, et vous voyez, et pour l'agriculture, je vous apprends rien aussi. Et on a oxydé aussi nos paysages. Donc, et on a oxydé nos paysages. Nous, quand on travaille avec Bleu Blanc Cœur, il y a 22 ans, on se dit non, c'est pas possible. C'est un médecin, un ingénieur agronome et un agriculteur qui réfléchissent à cela. Moi, j'adhère à ce mouvement et je me dis qualité des sols, bien nourrir les sols pour bien nourrir les animaux, pour bien nourrir les hommes. Or que le médecin nous disait non, c'est parce que les animaux sont malades et la terre est malade qu'on empoisonne les gens. Oui, c'est nos schémas économiques bien souvent qui nous posent problème. Et ces années 70 nous pèse encore sur dire il faut que ce soit pas cher. Et vous me parliez, monsieur le maire, des bistrots tout à l'heure. Pourquoi les bistrots disparaissent? Parce que justement, ils sont devenus trop chers. Donc on va manger un sandwich ou un mauvais sandwich chez un boulanger qui ne le fait pas forcément bien, ou alors un marchand industriel qui va vous vendre du sandwich
pas cher. Et donc cette notion du comment je vais redonner de la qualité, et cette économie de la qualité, je vais lui redonner du pouvoir. Mais c'est des mécanismes très complexes, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit, il faut vite, vite, vite sauver les pauvres. Mais il faut arrêter de créer des économies pour les pauvres et une économie pour les riches. Il faut créer des économies d'épanouissement à impact social et à impact environnemental. Moi, je voyage beaucoup. Je suis très souvent dans de grands pays où je vois cette ubérisation du travail, cette ubérisation de la nourriture. Et je m'interrogeais l'autre jour à Bercy. Je leur dis, mais quelle société vous voulez ? Si vous voulez une société de libéralisation, alors la fracture sociale sera encore beaucoup plus dure. Parce que votre modèle social, vous ne l'aurez plus. Quand vous dites ça, vous êtes un grognon trop vieux qui ne comprend pas la modernité. Mais ça prouve bien, j'ai mon témoin que j'accepte la modernité. Mais vous voyez, c'est ce genre. Quelle société on veut? Et est-ce qu'on veut continuer à faire une société qui fabrique de la misère? Je crois que c'est une erreur, parce que c'est le meilleur moyen de s'entretuer. Bravo. Et pour rester sur l'exemple des pâtes, on peut aussi les jeter au pire du pire dans un composteur qui redonnera ce composteur ce qu'il a pris à la terre, il le redonnera, on le remettra en terre. Et je crois qu'il y avait l'exemple de Monsieur Renard là qui a été, c'est ça, hein, qui a été primé. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant que nous en ville, plutôt de jeter cette nourriture ou les pelures de légumes ou de fruits, qu'on puisse recomposter. Et je crois que ça c'est un sujet très très important, plutôt que de mettre des engrais chimiques. Alors, à l'autre bout de la chaîne alimentaire, tout en aval, eh bien, il y a une jeune start-up représentée par Jean Moreau, tout à fait à droite, pour ne pas dire extrême droite, voilà. Et donc, Jean Moreau, vous aussi, vous incarnez cette jeunesse qui est prise quand même bien sûr de liberté, mais de qualité de vie. Hein, nous, moi aussi, je suis de la génération de Thierry Marx, malheureusement, parce que les années passent. Très belle génération. Ouais. Et donc, avec des idées que franchement, jamais j'aurais pensé que depuis une appli, on met Phoenix et on peut aller récupérer des produits qui sont encore bons, mais à des petits prix, plutôt qu'ils soient jetés dans l'eau de Javel, dans une poubelle, pour pas qu'on puisse les réutiliser. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que Phoenix et comment vous contribuez à lutter contre le gaspillage alimentaire. Ok. Alors Phoenix, comment ça marche? Écoutez, c'est très simple. Nous, on a un métier qui est simple. On connecte ceux qui ont trop, plutôt les magasins, les usines, avec ceux qui n'ont pas assez. Ce sont essentiellement les assos caritatives, Restos du Cœur, Croix-Rouge, Banque Alimentaire et consorts, ou les consommateurs en quête de pouvoir d'achat, ou alors les filières animales, puisque ce qui est ni racheté par les consos à prix cassé sur l'appli Phoenix, ni donné à des assos, c'est proposé à des animaux. Donc voilà, concrètement, c'est ça que fait Phoenix. On est une sorte de Robin des Bois de l'aide alimentaire. Et donc nous, Full Soon est en train de développer, d'élaborer le vaccin contre le gaspillage alimentaire. Nous, pour l'instant, depuis 9 ans, on a trouvé un bon médicament et on commence par ça. Donc on est plutôt une solution aval. On est là pour faire de la poubelle l'exception et replacer les produits une fois qu'ils arrivent en fin de parcours, donc J-3, J-2, J-1 dans un magasin. Et donc on a surfé sur le cadre réglementaire qu'a mis en place Arrache, on a surfé sur la charte à Courbevoie, donc merci à tous les deux, merci à monsieur le maire, merci à Arrache, qui a été aussi un VRP de luxe pour tout l'écosystème. Il n'a pas le maillot en particulier, mais il a porté la flamme de l'anti-gaspi. Il a créé les conditions de succès pour toute une génération d'acteurs. Et juste pour revenir sur le propos du chef Thierry Marx, sur quelle société on veut, nous chez Phoenix, on envoie 2 messages. Le premier, c'est qu'on essaie d'incarner une autre raison d'être de l'entreprise. Donc on a créé une entreprise, on a créé une boîte sous statut SAS, on est une entreprise privée, on n'est pas une asso, on n'est pas une ONG, mais on a à la fois un modèle économique, l'ambition de créer de l'emploi, de faire de la croissance, voire même de gagner de l'argent, d'être rentable, c'est pas tabou chez nous. Ça peut l'être parfois dans le monde militant, mais chez nous on a essayé de sortir de ça, de trouver le juste milieu entre ça et de l'autre côté le capitalisme traditionnel un peu agressif qu'on veut plus voir, mais voilà, on essaie d'incarner une autre voie. On fait de l'argent, mais on sauve des produits de la poubelle. On a sauvé 400 millions de repas de la poubelle depuis 2014. Donc voilà, et tous les jours, il y a 200 000 personnes qui mangent grâce à Phoenix. Donc ça rajoute un supplément d'âme et ça prouve que l'entreprise peut parfois être le problème, mais j'espère dorénavant aussi une partie de la solution.
En tout cas, c'est ce qu'on essaye de montrer par l'exemple depuis 9 ans. Et donc, tant mieux si Full Soon aussi est dans ce délire-là. On est 200 maintenant, 195. On a commencé en 2014, donc un peu trop tôt par rapport à... La loi est arrivée en 2016-2017, mais voilà, on a été dans la phase d'évangélisation. Et après, le deuxième message aussi qu'on essaie de passer pour quelle société on veut. Comme je l'ai dit, on connecte des magasins, des industriels, des politiques, des assos, des consommateurs, des filières animales. Et on pense que c'est ça aussi la nouvelle façon de travailler, de faire collaborer des acteurs qui ne se parlent pas toujours, qui ne parlent pas le même langage, et d'être au cœur de cet écosystème un peu en chef d'orchestre pour être sûr que les produits ne vont plus à la poubelle et qu'ils ont tous une seconde vie et qu'on est dans l'économie circulaire où rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Donc ils ont une seconde vie soit pour le consommateur, soit pour les associations humanitaires ou même aussi pour l'alimentation animale. Hein, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, nous on a commencé par un pilier très simple, c'est booster et digitaliser l'aide alimentaire. Les Restos du Cœur, Coluche nous ont pas attendus pour aller faire des collectes en magasin. Simplement, on s'est rendu compte que c'était pas systématisé. C'était pas toujours une routine quotidienne. Il y avait des collectes le samedi quand les bénévoles avaient le temps, mais on s'est dit non, ça doit être une bonne pratique quotidienne, tous les jours, dans tous les magasins de France. Et il faut que ce soit la norme et que la poubelle devienne l'exception. On ne peut plus mettre de l'eau de javel. Et on a commencé comme ça, donc un métier hyper simple qui était une sorte de surcouche digitale par rapport à des processus existants. Et après, on a vu arriver dans l'écosystème d'autres acteurs qui faisaient plutôt de la revente à prix cassé. Et donc, on a subi avec nos assos partenaires une forme de cannibalisation où, en gros, il y avait des vases communicants, quoi. Des produits qui auparavant étaient un peu destinés à ceux qui en avaient le plus besoin, à savoir les banques alimentaires et les restos, commençaient à être déviés vers des filières de revente à prix cassé pour les consommateurs. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact social, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a plein de consommateurs en quête de pouvoir d'achat qui sont ravis de pouvoir sauver jusqu'à 70, 80, 100 euros d'alimentaire sur leurs courses de budget. Mais on a essayé d'avoir cette position un peu plus transverse pour dire on va essayer de sanctuariser les volumes pour l'aide alimentaire et ceux qui en ont le plus besoin. Et puisque les applis anti-gaspi sont quand même une tendance de marché et une demande des consos, on va faire des paniers anti-gaspi plutôt sur les petits volumes, plutôt sur les produits en date du jour, J0, les produits que les assos ne peuvent pas venir collecter, redistribuer, elles n'ont pas le temps. Et on va essayer en revanche de garder les gros volumes, les palettes entières, les semi-remorques entiers, ou les dates longues, J-3, J-2, pour les assos caritatives. Donc voilà, on essaye de ménager un peu la chèvre et le chou et de faire collaborer les uns les autres sans qu'il y ait de jalousie ou de... Et c'est pas le cas de tous les acteurs, donc on est assez fiers de ce positionnement-là où on a un peu la main sur le robinet et on s'assure qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et qu'il n'y a pas d'effet de vase communicant trop fort. Bravo, merci. Alors, à côté de moi, à ma droite, se trouve Sassan Seyedian. Donc, vous êtes consultant à la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine et en charge des startups, et notamment dans la lutte contre le gaspillage et alimentaire. Est-ce qu'il y a un profil de start-upers qui se lancent dans ce domaine ? Bonsoir déjà. Oui, par exemple, Full Soon, que j'ai eu la chance d'accompagner l'année dernière. Aujourd'hui, ils ont plus besoin de moi parce que ça y est, ils sont développés. Qui d'ailleurs, indirectement grâce à Jean et Phoenix, parce qu'en fait, je leur ai dit de copier un peu, l'exemple de Phoenix pour y arriver. Et grâce à Arrache aussi, parce que c'est moi qui ai mis en relation aussi Full Soon et Arrache. Et en fait, Arrache a tilté tout de suite par rapport à tout ce que fait Full Soon pour sauver l'anti-gaspillage en règle générale. Mais c'est vrai que alors moi, c'est pas vraiment quelque chose... je m'intéressais pas vraiment à l'anti-gaspillage. Je suis tombé un peu dessus par hasard grâce à Arrache. Et puis, il m'a fait rencontrer Jean. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que nous, à la Chambre de commerce, on accompagne quand même beaucoup d'entrepreneurs. Et je me suis dit qu'il faut quand même éveiller les consciences même des entrepreneurs. Vous voyez, là, on avait des enfants, on a parlé des adultes et de tout le monde en règle générale grâce au discours
de Thierry Marx. Mais je pense que les entrepreneurs, en règle générale, ont aussi un rôle à jouer. Alors oui, dans la restauration, dans l'anti-gaspillage, c'est une idée qui grâce à Jean, s'est développée énormément l'année dernière. Alors on est plutôt sur la jeune entreprise, donc parce qu'en fait c'est pas vraiment, enfin c'est plutôt c'était plutôt une activité de niche, comme on dit, voilà. Mais c'est vrai que là ça se développe. Fullsoon est un exemple parce qu'ils sont vraiment en croissance totale et ils vont bientôt lever des fonds aussi. Mais en règle générale, ce que moi j'essaye, voilà, grâce à mon expérience, grâce à Arash, grâce à Jean, et puis aussi à l'accompagnement que j'ai eu sur Fullsoon, de dire aux entrepreneurs qu'ils peuvent faire du business en ayant une mission, et que cette mission peut avoir un impact sur les clients, les consommateurs, et c'est peut-être même ça qui peut pousser justement les personnes à revenir vers eux, fidéliser. Et puis pour tout ce qui est dans l'activité de la restauration, si vous avez une application, si vous travaillez avec une application comme Fullsoon, automatiquement vous pouvez gérer vos stocks, donc derrière baisser les coûts et faire plus de profit. Donc en fait c'est vraiment une situation win-win, c'est-à-dire que votre business va tourner et en même temps vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer même la mentalité de vos consommateurs, puisque ils vont revenir vers vous, puisque vous allez peut-être aussi éveiller des consciences au niveau de la consommation, tout simplement. Ça va être bon pour l'environnement et quelquefois aussi pour leur portefeuille, Jean Moreau, parce que vous me disiez que même pour les sociétés, il y a aussi des possibilités de réduction d'impôts, c'est ça? Quand on fait les... Oui, alors, donc c'est le principe, enfin c'est le principe, en tout cas c'est l'un des avantages de s'engager dans la solidarité. Il y a 3 effets qui se coulent quand on fait du Fullsoon ou du Phoenix ou du don en direct avec des associations. Le premier, c'est que les produits qui n'étaient pas vendus peuvent être vendus à prix cassé, donc c'est du chiffre d'affaires en plus. Donc là, on augmente son revenu. Deuxièmement, les produits qui sont donnés à une asso d'intérêt général sont éligibles à une réduction d'impôt, qui est de l'ordre de 60% de la valeur en stock des produits donnés, donc le prix d'achat. Alors c'est plafonné, hein, ça ne monte pas jusqu'au ciel, je vous rassure. Les dons sont plafonnés à 0,5% du chiffre d'affaires, mais c'est toujours un alignement d'intérêt et une sorte de carotte fiscale qui est toujours aussi puissante et qui est complémentaire du bâton législatif qu'a promu Arash, à savoir l'interdiction de gaspiller sous peine de 10 000 € d'amende par infraction. Donc il y a les deux, il y a la peur du gendarme qui joue, et puis il y a la carotte fiscale qui est toujours un bon levier de motivation. Et la troisième chose, c'est que tous les produits qui sont sortis de la poubelle et qui trouvent une seconde vie ne sont plus dans les bacs de déchets et ne sont plus enlevés par des gens que je ne vais pas citer, mais par les recycleurs traditionnels qui envoient ça en centre de tri, en centre d'incinération. Donc il y a un effet de réduction des coûts par la baisse des volumes de déchets. Donc oui, c'est de la responsabilité sociale environnementale, c'est de l'impact, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire tout en améliorant sa rentabilité, et les entreprises ont un intérêt économique à le faire, pas juste pour cocher la case et faire un beau communiqué de presse. Il y a un intérêt vraiment sur le compte de résultats très, très concret, et c'était franchement pour nous la bonne façon et le bon discours pour lancer le truc. Et c'est un secteur créateur d'emplois. Vous êtes combien de personnes maintenant? Nous, on est 200 chez Phoenix, en France, Espagne et Portugal. Mais voilà, ça fait déjà pas mal de réjouissances RH, comme vous pouvez vous imaginer. Mais non, c'est bien, c'est des emplois riches de sens. Et la magie des modèles à impact positif, c'est que ça rajoute un supplément d'âme. La mission donne à la fois une attraction vers la boîte, donc en pouvoir d'attraction de talent et de détection, on n'a pas de soucis, on a plein de CV. Et puis après aussi, dans la motivation, quand on sauve 200 000 repas de la poubelle chaque jour, on sait pourquoi on se lève le matin et on ne se pose pas 10 000 questions sur à quoi cher sur la planète. Et on n'est pas là juste pour rembourser un emprunt immobilier et payer des factures à la fin du mois. Donc c'est aussi une satisfaction. C'est un caprice de privilégié, j'en suis conscient, mais c'est quand même une satisfaction. Et je pense que ça va devenir une tendance de fond chez la jeune génération. Il y en a plein qui ne veulent plus aller travailler dans les boîtes classiques. Donc, et tout en faisant 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'ils sauvent 400 millions de repas depuis qu'ils ont été créés et ils font quand même 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, c'est compatible. Il faut que ce soit même
Non, mais je pense que les boîtes qui s'engagent pas et qui montent pas patte blanche et qui n'envoient pas des signaux forts et crédibles et pas du greenwashing, à moyen terme, elles seront privées à la fois de financement, parce que les investisseurs, les banques vont finir par plus financer des projets trop sales. Elles seront privées de consommateurs qui vont finir par comprendre, et c'est en train d'arriver via les labels, via l'éducation, via la communication, via les réseaux sociaux, à commencer à bien démystifier les belles histoires et à comprendre ce qu'il y a dans les produits via Yuka et autres. Donc plus de conso, plus de financement, plus de talent, parce que les gens boycottent les grosses boîtes qu'on connaît tous, parce qu'ils veulent plus travailler pour ça. Donc voilà, je pense que c'est une punition qui est autosuffisante. Quand on n'a plus de clients, plus de financement et plus de talent, ces boîtes-là iront pas très loin. Donc l'engagement est leur seul salut et je souhaite qu'ils y aillent le plus vite possible. Merci. Monsieur May, vous avez une levée de fonds, je crois, de 6 millions d'euros, c'est ça ? Oui, vous êtes très bien renseigné. Nous sommes en pleine levée de fonds. Effectivement, notre objectif est effectivement de lever des fonds. Pour vous dire pourquoi je suis là pour représenter les fondateurs, puisque la famille Chaudhary est en ce moment même à New York. Et là, je crois qu'ils sont en départ pour Washington, puisqu'ils sont en train de non seulement présenter notre solution à des investisseurs, à des partenaires, et surtout à promouvoir notre entreprise française outre-continent. Et oui, nous, notre objectif, c'est de lever des fonds, non pas que pour, je dirais, vendre. Notre objectif, c'est surtout de développer notre solution, améliorer notre solution, de la déployer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous sommes 20 collaborateurs. Dans les 20 collaborateurs, pour vous dire, il y a 15 data scientists et engineers. Donc c'est, oui, comme quoi, derrière l'intelligence artificielle, il y a l'homme. Le deuxième point que je voulais rajouter, parce que tout à l'heure, Jean, en plus, tu fais bien de parler, les labels, justement, c'est quelque chose de crucial, puisque ça donne l'initiative, ça influence les consommateurs comme les producteurs. Aujourd'hui, Fullsoon travaille justement avec le ministère de la Transition écologique pour le futur label. Je ne sais pas si vous êtes au courant, en 2024, il y aura un futur label pour les restaurateurs, les artisans, les entreprises, pour valoriser les efforts sur la lutte anti-gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui, Fullsoon travaille là-dessus justement pour fixer les critères, définir les causes du gaspillage alimentaire, c'est pour ça que je les connais un tout petit peu. Et enfin, le troisième point, c'est de donner les solutions à nos artisans, à nos entreprises. Le chef Thierry Marx l'a rappelé, il y a énormément de solutions, que ce soit sur le résiduel ou en amont. Et ça, c'est l'une de nos missions. C'est pour ça que Fullsoon a un ADN RSE et société dite à impact très fort. Donc oui, vous êtes très bien renseigné sur notre levée de fonds. Et donc, vous allez embaucher ? Alors oui, notre ambition, c'est d'aujourd'hui, d'ici 2024, de terminer à 50 collaborateurs. Et quand j'ai dit 2024, c'est vraiment début 2024, donc ce premier trimestre. Donc je recrute. Donc, on recrute tous les talents. À Courbevoie, tu vas créer de l'emploi à Courbevoie. Oui. Pourquoi pas, il faudrait faire une convention. Jacques, il faudrait qu'on se revoie pour ça. S'il y en a qui ont leur CV, là, n'hésitez pas. Oui, on recrute. À la fin de la séance, il y aura aussi une dédicace des livres de Thierry Marx. Donc, je voulais... le temps passe vite. Je voulais savoir si, à ce stade, vous aviez dans la salle, n'hésitez pas, des questions à poser. Il y a un micro qui va circuler. Madame, oui. Je voulais vous poser une question, puisqu'on est à Courbevoie et donc il y a la Défense qui est implantée. Est-ce que les restaurants d'entreprise aussi participent à la collecte des repas non consommés ? Non. Non, pas beaucoup, en tout cas, moins que... Voilà, c'est une très bonne suggestion. Merci pour cette passe décisive. Donc on va suggérer de le faire. Non, en vrai, pour l'instant, pas vraiment, parce que c'est un secteur qui est difficile d'accès pour les assos caritatifs. Donc ce qu'on fait le mieux, c'est de la revente de paniers anti-gaspi des restes de la cantine pour les employés de la tour en question, quoi. Ils peuvent partir le soir avec un petit doggy bag. Après, tout le monde ne veut pas manger 2 fois la même chose et 2 fois la nourriture des cantines d'entreprise, mais c'est moins adapté pour le don associatif que les produits de grande distribution. Arash, je crois que tu voulais dire quelque chose sur ce sujet. Nous sommes en train de préparer la prochaine charte, donc qui va être votée au conseil municipal en décembre pour les commerces de bouche.
Nous allons essayer de faire évidemment participer Paris La Défense, puisque c'est un organisme qui sont regroupés la plupart des entreprises à La Défense. Et il faut les sensibiliser. Ils font déjà un gros travail, mais il faut sensibiliser surtout les entreprises. Et on revient de très loin, il faut dire la vérité, parce que la plupart étaient un peu négligents tant sur l'électricité. On voit souvent d'ailleurs les tours allumées le soir que sur la nourriture. Mais c'est un chemin qui est en train d'être pris dans du bon côté. Je pense ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, le geste de la poubelle était tellement simple et ça coûtait tellement rien. Donc, à la fin, quand je ferme mon supermarché ou quand je ferme mon resto d'entreprise, je balance tout à la poubelle. Parfois, c'est gratuit, c'est compris dans le service de la mairie. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut renverser. Il faut demander aux gens de faire l'extra mile, de passer 10 minutes de plus pour trier les produits encore valables, attendre une association qui va passer, peut-être un peu en retard, etc. Donc c'est un changement de pratique, et il y a toujours des résistances au changement, il y a toujours des freins, il y a toujours plein de raisons de ne pas le faire. Donc on se bat contre ça aussi, contre l'habitude et contre le fait que les déchets coûtent pas assez cher, que mettre à la poubelle, c'est pas assez punitif, et qu'on n'est pas encore sur le principe de pollueur-payeur. Donc on milite pour que ça change, mais c'est pas le cas. Merci. D'autres questions? Oui, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci. Moi, je voulais parler des déchets ou des restes alimentaires événementiels. Je crois que vous ne l'avez pas abordé. C'est beaucoup plus compliqué puisqu'il y a parfois une rupture de la chaîne du froid. Et pourtant, il y a des aliments qui sont consommables à la fin des événements. Et là, nous avons un problème pour trouver des solutions qui soient acceptables. Oui, on l'a fait. Alors, c'est un sujet qui était à la mode il y a quelques années. Donc, on a fait quelques événements emblématiques, comme Roland-Garros, où on a récupéré les restes du traiteur des loges, Potel et Chabot, qui sont des produits de qualité. On l'a fait aussi après pour la Fed Cup, pour des gros événements comme ça. Mais c'était plus emblématique et iconique que vraiment une vraie pratique. Et alors, nous, au départ, on avait une équipe de 4 personnes qui faisait que ça. Qui a été stoppé net par le Covid, mais en vrai, on avait aussi la vraie friction opérationnelle pour pas que ce soit massifié, c'est que souvent les événements ils finissent comme ce soir à 22h, 22h30. On ne sait pas trop les quantités. Les produits ont été présentés, donc il y a des problèmes d'hygiène sanitaire. On ne sait pas si quelqu'un a éternué sur les petits fours, ou s'il y a du Covid qui se balade, etc. Donc ça paraît intuitif, ça paraît une évidence, mais concrètement, faire déplacer une asso à 23h pour venir récupérer une dizaine de petits fours, et c'est pas toujours évident, et c'est presque une aberration écologique de déplacer un transport pour récupérer peu de nourriture, et la valeur marchande n'est pas énorme. Donc pour nous, on n'a pas réussi à trouver l'équation, et on a cramé beaucoup d'équipes à venir faire des démontages, des redistributions nocturnes. C'est pas assez fluide, quoi. Il y a on n'a pas réussi à trouver la martingale, en tout cas. Donc on a arrêté. On se concentre sur la grande distribution et les acteurs industriels. Et peut-être que des startups de Sasan vont se lancer sur ce champ qui est en friche. C'est un champ à explorer, oui. Monsieur devant a une question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Il y a une monsieur. vingtaine d'années, en revenant de la piscine le soir à 11h, je faisais les poubelles de mon boulanger-pâtissier. Je chargeais tout dans le coffre de la voiture et j'allais l'emmener à l'hôpital de Nanterre. Les gens qui étaient des professionnels là-bas, qui connaissaient les règles de l'hygiène, etc., me disaient régulièrement « on ne peut pas le donner aux malades, par contre, le personnel sera très content parce que, on n'a pas assez, c'est tout ». Et je me suis dit, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, 6 mois, et régulièrement, je me disais « mais nom d'un chien, pourquoi ?» les boulangers avec qui j'ai travaillé par la suite pour faire de la publicité sur les sacs à pain, pourquoi dans chaque ville, il n'y a pas comme un petit réseau? Puis quand vous parliez tout à l'heure des contacts, etc., avec des logiciels, je suppose, auxquels les professionnels s'inscrivent, et eux pourraient tous les soirs dire, voilà, vous pouvez passer. Et vous en parliez tout à l'heure, effectivement, à 11h du soir, il n'y a pas toujours du monde. Par contre, quand le boulanger ferme à 19h ou à 20h, c'est peut-être plus facile d'avoir du monde. Et sur une ville, je suis persuadé que ça représente autant, sinon plus, de produits à récupérer qu'avec un des grands supermarchés. Par exemple, chez nous, il y a un grand Leclerc. À mon avis, et au Leclerc, eux, ils comptent. Il n'y a pas trop. À mon avis, il y a peu de choses qui partent.
Mais je me suis dit, tout à l'heure en vous entendant parler, sur une ville, on sait combien il y a de boulangeries, on peut les contacter et on peut avoir un espèce de contrat que tous les soirs, clac, ils appuient sur le bouton, la transmission est faite. Eh ben, cher monsieur, là, vous venez de définir le partenariat Full Soon Phoenix. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, comme on traite, et j'adore cette expression, je la récupère, genre, on est un peu le vaccin, donc nous, on essaye de prévenir le gaspillage à travers nos données et la prédiction, et Jean traite, si je puis dire, le résiduel. Et notre partenariat fait que le boulanger peut communiquer automatiquement ce qui lui reste à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, et Phoenix traite le résiduel. En fait, vous venez de définir notre partenariat. En espérant que les artisans, les commerçants, les petits... Oui, non, mais ça fonctionne, hein, je vous rassure. Très bien. Vous parlez des temps anciens, monsieur, oh oui, comme moi. Il y a plus de 20 ans. Non, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, j'avais rencontré une jeune fille à l'époque qui avait fait une application. On l'a tout de suite mis en place dans nos établissements et 1 heure avant la fermeture, un organisme venait récupérer les pâtisseries avant qu'elles soient dans le container, bien évidemment. Mais il faut quand même faire attention, encore une fois, je l'ai évoqué, il y a toujours un risque sanitaire. Vous parlez de pâtisserie, c'est des risques de salmonelle, c'est des risques, même si les produits ont été bien faits, à un moment donné, il ne faut pas tout faire. Des fois, je préfère le compost à autre chose. Mais en tout cas, ça existe maintenant et grâce à ces applications, effectivement, vous savez, c'est un crève-cœur pour un artisan de produire et de jeter. J'ai la chance d'avoir des boulangeries en France, au Japon et aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai ce qu'on appelle une échelle, je ne sais pas ce que c'est techniquement peut-être, mais c'est une chose où on range les grilles et on marque qu'on a trop produit et on met cette échelle à vendre à $1 le gâteau et ci et ça. Pas parce que c'est mauvais, parce qu'on l'a trompé, parce qu'on s'est trompé dans la recette, tout simplement, une mauvaise prévision. Et on le fait, ça marche plutôt bien, je vous assure. Et que tous ces outils extrêmement digital, l'outil digital va nous aider encore à être bien meilleur là-dessus. Mais on sera aussi bien meilleur c'est pour ça que j'évoquais ça tout à l'heure, on sera aussi bien meilleur sur la prévision. Donc ça veut dire que ces produits faits en trop, finalement, un jour n'existeront ou existeront beaucoup moins. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur chaque établissement que j'ai à gérer, je sais si en moyenne je fais 600 tickets le mardi, 500 le mercredi, etc. à 20 près. Donc vous voyez qu'on arrive à plutôt bien anticiper ça. Donc il y a aussi des solutions à trouver pour que des personnes puissent mieux manger dans leur vie que d'attendre les invendus dans nos commerces. Enfin, je le souhaite, en tout cas c'est sur cette société-là que je travaille. Mais il est insupportable. Mais par contre, je travaille aussi beaucoup sur l'agriculture. On a un vrai problème, des fois, de surproduction dans l'agriculture. Et on n'y peut rien. Il y a des moments, ça donne beaucoup plus. Là aussi, les agriculteurs avec qui nous travaillons arrivent à avoir des prévisions, à travailler sur ces planifications des semences, etc., etc. Mais à un moment donné, des fois, il y a trop. Et vous vous retrouvez avec des containers de salade dont vous ne savez pas quoi faire. Même si la grandeur... Alors heureusement, il y a ces applications qui redistribuent tout ça. Mais c'est un problème assez complexe finalement. C'est pas simplement lié. Il faut pas gâcher. Bien sûr qu'on a tous compris qu'il fallait pas gâcher et que finalement que ça avait un coût sur nos exploitations. Et quand on peut éviter ce coût négatif, finalement, on le fait. Mais tout ça va dans le bon sens. Tout ce qui est évoqué là va plutôt dans le bon sens. Et je peux comprendre aussi que quand vous amenez des produits, il nous est arrivé de proposer directement des produits à des associations. Elles nous étaient refusées. Elle nous était refusée parce qu'il y avait un risque sanitaire. Donc il faut. C'est de l'alimentation, c'est ce qu'on va ingérer. Donc vous ne savez pas dans quelles conditions ça a été produit, comment, etc. Il faut quand même un minimum de garantie sanitaire pour ne pas risquer de mettre en péril la vie des personnes, parce qu'on voit quelques incidents. J'aimerais, chef, vous poser juste une question, pardon, je m'insère. Vous avez rencontré il y a peu de temps Thomas Pesquet, parce que vous avez confectionné, en fait, je crois, de la nourriture pour l'espace. Oui, bien sûr. Oui. Comment l'homme du futur va pouvoir manger dans l'espace? On parle beaucoup de voyage dans l'espace. Comment vous voyez là, sur le travail que nous faisons avec l'ESA et la NASA, avec Paris-Saclay, c'est qu'on est en train de végétaliser une cabine qui potentiellement pourrait aller sur Mars. Bon, je vous passe les détails, c'est parce que on va sortir de notre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que
quand on a travaillé sur l'alimentation de Thomas Pesquet à Paris-Saclay, mais l'alimentation en général des astronautes et des grands voyageurs. On a travaillé aussi pour Samantha Davis, pour le Vendée Globe. Et l'astronaute qui nous a formés au vol en 0G nous a dit tout ce que vous allez faire pour l'espace va être beaucoup plus utile pour la Terre. Je ne comprenais pas forcément le schéma. Puis finalement, il nous a expliqué. Il m'a dit, vous savez, l'astronaute, il ne peut pas être malade avec son alimentation. Vous êtes malade avec votre alimentation. L'astronaute, il ne peut pas manquer d'eau. Donc la moindre goutte de transpiration est transformée pour qu'on puisse la récupérer, pour qu'on puisse avoir de l'eau en permanence dans la capsule. En 2050, on nous annonce un stress hydrique très fort. Et déjà en 2023, moi j'ai fermé des établissements dans les Pyrénées-Orientales parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour faire fonctionner l'établissement. Donc le stress hydrique, il existe déjà. 3, il disait il va falloir vivre en surpopulation. L'astronaute vit en surpopulation. Nous allons vivre en surpopulation. Donc on a intérêt à travailler là-dessus. 4, l'astronaute ne peut pas vivre dans ses déchets. Nous vivons dans nos déchets. Parce que vous voyez bien qu'il y a un océan de plastique, etc. Donc, et puis, dernière chose, il faut de la commensalité. Il faut qu'il garde le moral avec son alimentation. On pourrait tous se nourrir avec une poche dans le bras et, comme c'est le faire un traitement à l'hôpital, on vous met une seringue et un cathéter et vous ne mourrez pas parce qu'on vous nourrit avec une sonde. Mais vous déprimez. Donc là aussi, cette idée de la commensalité, eh bien, elle était importante. Donc tous ces chantier qu'on a établi pour travailler pour l'ESA et la NASA, eh bien, on l'a transposé à Paris-Saclay sur l'alimentation du futur, sur projeté 2050, 2070, et voir un petit peu avec différents acteurs, de gens qui réfléchissent sur la planète et l'utilisation de cette planète finalement, parce que comment on la surconsomme, eh bien, on a aujourd'hui à travailler sur ce type de sujet. Donc le gaspillage, eh bien, il est lié aussi à notre mode de consommation et à notre mode d'alimentation. Manger moins, manger mieux, et repartir dans des cycles qui sont plus vertueux. Et ça, c'est quelque chose que le travail pour l'espace nous a beaucoup appris, y compris sur la végétalisation. Aujourd'hui, on fait pousser des choses dans des tout petits endroits, avec beaucoup moins de besoins en eau, avec des valeurs nutritionnelles extrêmement bonnes. On arrive à se dire, ben oui, on a intérêt à végétaliser notre alimentation. Les 350 médecins qui travaillent avec nous disent, oui, il faut végétaliser, c'est important. Donc, est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme et on devient tous végétariens? Ou on se dit simplement, bon, c'est pas si grave, on va passer du bœuf-carotte au carotte-bœuf. Vous voyez, c'est toutes ces indications qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec l'agriculteur en lui disant, sur la protéine animale, on peut en produire mieux, de meilleure qualité. Et toutes les études cliniques que nous faisons avec Bleu Blanc Cœur nous permettent aussi de valider ça. Mais une étude clinique, c'est entre 5 et 10 ans. Là, aujourd'hui, on sait que le lait de nos agriculteurs est bien meilleur. Sur les 7000 agriculteurs, toutes les études disent riche en oméga 3, riche en oméga 6, et parce que le sol est bon, etc. etc. Donc tous ces mécanismes-là sont des mécanismes assez longs et qui nous sortent un peu là du schéma de ce qu'on vient d'évoquer sur la surconsommation finalement, et sur la quantité, et sur le gaspillage, mais essayer de réguler un petit peu tout ça. Ça veut dire que socialement aussi, il faut travailler sur un monde meilleur, on a moins besoin de se pencher sur ces problèmes-là, ce besoin de cette fracture sociale qui engendre le besoin de nourrir des personnes qui n'ont pas un reste à vivre suffisant. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est quand je n'ai pas de reste à vivre suffisant, eh bien finalement, je me contente de moins bien que les autres. C'est pas normal pour une société comme moi je l'imagine. Mais ce que nous a appris l'espace, ça peut vous paraître très absurde quand on vous parle de gastronomie moléculaire, de choses comme ça. Si vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce schéma? Mais finalement, ça nous a permis quand même d'entrevoir, il y a 22 ans, de se dire, on a intérêt de se rapprocher du monde agricole. Le monde agricole, au départ, il n'était pas d'accord. Puis finalement, on a rassemblé 7000 agriculteurs qui, aujourd'hui, arrivent à vivre correctement de leur métier d'agriculteur, ont redispatché leur production, produisent des choses qui sont intéressantes. Maintenant, là, on revient à notre sujet, les produire au bon moment, dans le bon timing, sans trop de besoin,
sans dépasser, sans avoir d'excédent, bah ça c'est compliqué. Ça c'est vraiment compliqué. En tout cas, ça nous a beaucoup appris à mesurer, à grammer chaque chose pour la cabine spatiale, et en même temps, c'est dire, bah, il y a peut-être un sujet qu'on peut réinterpréter aussi. Je veux dire que tout ce qu'on a été évoqué ce soir, tout ce qui a été évoqué sur le gaspillage, on a une part de responsabilité en tant que consommateur. On est des surconsommateurs. Et je pense qu'il faut réapprendre à être des mangeurs et pas se laisser promener. Bah, la grande distribution, c'était formidable. 80 000 produits dans un hypermarché, 22 000 mètres carrés, le dernier que j'ai visité, qui n'existe plus. Ils réduisent tous la taille aujourd'hui. Bon, tout ça, est-ce que c'est sérieux? Je ne crois pas. Je pense que nous, en tant que consommateurs, ce fameux consomme-acteur, très bien, mais à un moment donné, il faut avoir aussi un peu de retenue par rapport à nos consommations et d'avoir aussi un peu l'audace de lire les contre-étiquettes. Est-ce que je ne mange pas trop souvent des calories vides qui ne servent à rien? Et ça, c'est un sujet quand même qui est important. Merci bien, bravo. Juste pour rebondir, il faudrait aussi dépasser l'anti-gaspillage. Il faudrait aller aussi sur d'autres industries. À mon avis, prendre l'exemple de l'anti-gaspillage, j'en parle des fois à Arrache. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on ne s'attaque pas à prêt-à-porter ou à l'énergie? Mais je pense qu'il faut aussi, nous, notre rôle à la Chambre de commerce qui accompagnons des entreprises, dire aussi aux autres industries de faire attention à l'environnement. Pour que tout le monde ait aussi une mission. Je suis d'accord. Et vous voyez, quand on parle de limiter le gaspillage alimentaire, il y a une chose qui peut tous nous aider en tant que citoyens, c'est de refaire la cuisine. Et c'est bête, hein, mais vous allez toucher directement votre porte-monnaie si vous achetez mieux, vous mangez mieux, en simplement refaisant la cuisine. Alors c'est des belles paroles de chef. Je peux vous en faire des tonnes, des comme ça. Et en même temps, quand je travaille pour des associations, j'ai un vrai problème parce que je vais dans des foyers où il n'y a plus de four. Il reste au mieux un grille-pain, une cafetière et un four à micro-ondes. Donc là aussi, cette précarité énergétique pèse sur aller manger de l'ultra transformé parce que de toute façon, c'est le seul moyen que j'ai pour me nourrir. Qui, par voie de conséquence, va vous donner des problèmes, des pathologies que vous n'auriez pas si vous mangiez de façon plus équilibrée. Donc vous voyez, ces sujets, ils sont très larges. Genre, les applis, tout ça, c'est formidable. Et franchement, ça nous a fait gagner un temps fou. Quand avec l'appli, les gens viennent chercher les 200 baguettes qui vous restent, les de 20 ou 30 éclairs qui vous restent, ou peu importe quel gâteau il vous reste, les viennoiseries. Tout ça. Et ça vous fait du bien en tant que citoyen parce que vous dites waouh, ouais, ça va pas à la poubelle. Ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Et en plus, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est très juste. Aujourd'hui, quand on implique nos entreprises dans l'impact social et l'impact environnemental, certes, on a des salariés, certes, on a aussi des problèmes RH, mais s'installe dans l'entreprise une forme de militantisme, de se dire ouais, on n'est pas que là pour la croissance de l'entreprise. Oui, ça fait partie, mais on a un acte vertueux qui continue à animer cette spirale dynamique de l'impact social et environnemental de l'entreprise. Et très honnêtement, pour les jeunes gens qu'on recrute aujourd'hui, ça c'est un maillot qui porte beaucoup plus facilement que de se dire ouais, j'ai un job, quoi. Et ça, je trouve que prenons-le en compte, prenons cette jeunesse en compte qui a envie de faire des choses et accompagnons-la là-dessus. Moi, j'étais un abruti. Je suis né, j'ai acheté un téléphone, un smartphone comme tout le monde. J'ai eu un ordinateur en retard comme tout le monde, comme tous les gens de ma génération. Eux sont nés avec. Eux, ils sont nés avec 2 cerveaux. Ils ont un cerveau dans la poche arrière en permanence. Donc leur parler d'une application, c'est une évidence. Moi, quand j'ai expliqué à mes collaborateurs qu'on installait Skello, ils m'ont dit ah, c'est bon, chef, on a compris, ils sont venus nous former, ça roule. Ah bon, heureusement, parce que c'est moi qui... Mais l'application, c'est... S'il vous plaît, installez-moi l'application sur mon téléphone. Je ne sais pas le faire, je ne le ferai pas intuitivement. Eux le font intuitivement. Donc tout ça, ça fait partie de cette spirale dynamique, efficace pour que cette société soit meilleure, avec des fondamentaux et des principes. Quand monsieur dit on peut prendre dans les poubelles, attention, non, ça c'est pas possible. À un moment donné, il faut pas du non-sens. Et par contre, sur les biodéchets, et je termine mon propos là-dessus, bien voilà, ça va coûter 300 € en moyenne par mois à chaque restaurateur, et petit restaurateur, qui bien souvent a un reste quasiment insuffisant. 100 000 € d'un chiffre d'affaires, il lui reste 2 000 €.
Donc quand on va lui rajouter encore là 300 € pour les bacs de biodéchets, il fait l'effort. Il se dit oui, c'est utile. Alors à nous, syndicats professionnels, de se dire groupez-vous, allez voir le monsieur qui a été récompensé, peut-être que vous pouvez faire des choses en commun. Mais tout ça, on est convaincus, nous, en tant que chefs d'entreprise, que c'est bon et que c'est efficace pour la planète et pour l'ensemble de nos citoyens, des citoyens. Mais à un moment donné, tout ça a un coût et il faut quand même l'amener dans le compte de résultat de l'entreprise. Le temps passe, ça fait plus d'1 heure qu'on débat, c'est tout à fait intéressant. Je crois qu'il y a une dernière question. Allez-y, monsieur. Oui. Je suis bénévole d'une association de collecte alimentaire de produits frais, le Chez Nous Manquant. Je pense que Jean Moreau connaît. Et en fait, je suis personnellement, j'ai découvert cette activité il y a 1 an de ça. Je suis assez choqué de voir autant de produits frais à collecter. Et je suis aussi choqué de voir le peu qu'on collecte, en fait, quand on collecte, parce qu'on collecte peu. Et en fait, la question que je voudrais poser à Arash, que faut-il faire en fait sur les 10 millions de tonnes de produits qui sont perdus, à savoir qu'on en fabrique 30 millions de tonnes, on consomme à peu près 30 millions de tonnes, et on fabrique 10 millions de tonnes en plus pour être sûr qu'on va vendre 20 millions. Donc c'est énorme. Enfin, je veux dire, il y a 1/3 de produits qui sont fabriqués, qui sont emballés, qui sont conditionnés, qui sont transportés, qui sont stockés. Et on est dans une période où on a peu d'eau, on a un problème d'électricité, d'énergie. On fait quoi dans une échelle où effectivement il faut commencer à compter en millions? Et je me demande effectivement quelles seront les orientations d'après, sur un plan réglementaire, sur un plan législatif, parce qu'effectivement il va falloir que ça bouge. Vous avez un produit sur 3 dans le monde qui est jeté à la poubelle. Vous avez par an, chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées. En 2016, lorsque la loi sur le gaspillage alimentaire a été votée, le visage a complètement changé en France. C'est-à-dire que 10 millions de repas maintenant sont redistribués aux associations caritatives. C'est une hausse de 22% du don alimentaire. Il a fallu, en plus de la carotte, c'est-à-dire on va dire la défiscalisation, être sévère. À l'époque, je vous assure, monsieur, moi j'avais été attaqué, mais vous n'imaginez même pas. J'avais été attaqué par la grande distribution, par la Fédération de la commerce et de la grande distribution, la FCD, qui m'était tombée dessus parce qu'il y avait une amende. Au départ, c'était 3 750 € pour les supermarchés qui jetaient, et maintenant on est monté à 10 000 €. J'ai proposé aux parlementaires, nous sommes partis avec monsieur le maire voir des députés à l'Assemblée nationale, parce que les supermarchés aujourd'hui, sur lesquels pèse l'obligation, c'est plus de 400 mètres carrés. Avec monsieur le maire, nous avons demandé que ce seuil descende à 200 mètres carrés. Ça permettra à plus de 5000 nouveaux supermarchés de donner les invendus alimentaires. En parallèle, nous avons demandé également que cette amende de 10 000 € monte à 20 000 €. Ça devienne un délit. Ça, c'est sur la partie légale. Ce que fait Courbevoie, c'est une innovation mondiale. Nous avons sauvé 300 000 repas par an depuis 3 ans. Et la FAO, donc les Nations Unies, donc agriculture, nourriture, va venir ici le 2 février ici pour récompenser monsieur le maire et la municipalité d'être la première ville mondiale sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est pas rien. Enfin, on a fini la partie question. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah ouais, non, il y a encore. Nous voulons que la ville de Courbevoie montre. C'est la dernière question, donc je rapporte les... On entend la régie, s'il vous plaît. Vas-y, Arash. Ce que nous voulons, c'est que la ville de Courbevoie montre le chemin. Nous avons aujourd'hui mis tout le monde autour d'une table. Les supermarchés et tous les acteurs socio-économiques. La restauration hospitalière, la restauration scolaire, la restauration commerce de bouche, l'année prochaine les EHPAD, les boulangeries, on en a parlé. Tout le monde va jouer le jeu. On invite également évidemment Thierry Marx le 2 février parce qu'il ne représente pas n'importe qui. Il représente, pardonnez-moi du peu, tout le visage hôtellerie français. C'est pas n'importe quoi quand même. Restauration, et surtout il est quand même un des plus grands chefs étoilés au monde. Donc on emmène avec nous les vrais acteurs, ceux qui sont les faiseurs, avec les startups. Pourquoi j'ai demandé que Fullsoon et Phoenix soient présents? Pourquoi? Je connais Phoenix depuis 2015. Je les ai cherchés tous. Et Fullsoon, évidemment, j'ai eu un coup de cœur. Parce qu'évidemment, il faut travailler en amont et en aval. C'est tout le système agroalimentaire qu'il faut mettre à plat.
Moi, aujourd'hui, je n'ai pas ce pouvoir. Je suis un petit adjoint au maire. Je travaille au service de monsieur le maire. On essaye, nous, à notre petite échelle, de montrer à une petite goutte d'eau ce que nous pouvons faire. Il s'avère que j'ai voyagé dans plus de 40 pays dans le monde. La loi, elle a été déclinée, la loi française a été déclinée dans plus de 10 pays dans le monde. Avec la pétition qu'on a mise en place, soutenue par la Croix-Rouge française, Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, cette pétition elle a été signée par plus d'1,6 million de personnes. C'est un mouvement mondial. Et la France, aujourd'hui, est le leader là-dessus. Et la ville de Courbevoie, dans la France, est le leader dans ce pays. Vous êtes dans une ville qui est leader, qui pilote et qui, du coup, décline son travail, son savoir-faire grâce à monsieur le maire. Ça, c'est très important. Les citoyens de Courbevoie doivent savoir qu'en 3 ans, la ville de Courbevoie a distribué 300 000 repas. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. On a intégré dans ce processus les petits jusqu'aux plus âgés, avec la fin du mandat où il y aura évidemment cette charte pour les EHPAD. On emmène tout le monde avec nous. Et c'est très important, vous voyez, autour de cette table, vous avez des gens qui refont le visage du monde et qui sont français, sont des Français ici. Vous avez des startups, vous avez un entrepreneur qui est incroyablement, que j'admire, que tout le monde admire ici. Voilà, ce sont des Français. La France, dans tout son domaine, est le leader et l'influe, que ce soit un maire ou député, que ce soit des entrepreneurs ici, que ce soit des personnes qui emmènent aussi via la CCI. Vous avez un journaliste ici qui est aussi un agriculteur qui est là, qui est chef du service agriculture du Figaro. C'est pas n'importe qui. Vous avez ici des gens qui sont vraiment des leaders dans leur domaine. Et tous ces personnes-là sont regroupées autour d'une idée que la nourriture ne peut plus aller dans une poubelle, mais doit aller dans le ventre des gens, parce qu'évidemment, le lien entre le gaspillage alimentaire et la pauvreté est direct. S'il y a moins de gaspillage alimentaire, ça aide les agriculteurs et ça aide toute la chaîne alimentaire, la production, la transformation, la distribution et la consommation, ce qui fera baisser les prix. On le voit aujourd'hui avec les inflations. Voilà. Merci Arash, je suis aussi le maître des horloges et je vois qu'il est déjà 20h30. Je crois qu'il y a un film après sur l'abbé Pierre, la pénurie de logement. Thierry Marx, je voulais rajouter juste un petit mot. Comment ? Ah, hier, l'abbé Pierre. Ah, bon. Il y a quoi ce soir, Pascal ? Je ne sais pas. La nuit de la science-fiction. Voilà, merci. J'ai confondu avec hier. Allez-y, Thierry Marx. Non, mais je voulais juste vous quitter avant d'aller pousser mes casseroles. Ah oui, ok. Mais, donc, merci. Merci de votre accueil. Oui. Merci à tous. Merci aux intervenants et merci à la salle.